d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, mercredi 29 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après la région de Difa la semaine dernière, le président de la République, Bazoum Mohamed, va se rendre à Agadez pour une visite de travail de 48 heures à compter de demain, jeudi 30 juin 2022. Le président Bazoum Mohamed va présider le forum régional de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. À la veille de son déplacement, du chef de l'État, la capitale de l'Aïr s'apprête à accueillir son hôte. Le point de préparatifs avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Chebou Guissou. La capitale de l'Aïr fait ainsi sa toilette pour accueillir l'hôte de marque que le père de la nation, Mohamed Bazoum, qui poursuit sa tournée en profondeur du pays avec comme message clé la paix et le développement. Dans la cité légendaire d'Agadez, la population s'est dit très touchée par cette marque d'estime et d'attention à leur égard, ainsi que le souci du chef de l'État pour un Niger de paix. On attend son arrivée à bras ouverts. On est très content de son arrivée à Agadez. Et c'est une bonne chose pour nous parce que tout le monde a besoin de la paix au Niger. Nous aussi ici, on a besoin de cette paix. Donc c'est une bonne chose et on va soutenir le président de la République jusqu'au bout. Il faut que cette paix règne au Niger. Franchement, c'est une très bonne chose parce que voilà maintenant à peine un an, quelques mois que le président a la rêne du pouvoir de ce pays. Et voilà donc la deuxième fois que le président de la République met pied ici à Agadez et c'est une immense joie pour nous. Le fait qu'il pense au moins à la région d'Agadez par rapport à la sécurité et surtout tout récemment par rapport au problème d'électricité que nous vivons ici. Notre attente, c'est vraiment d'essayer d'éradiquer la sécurité qui vit surtout sur les sites aurifères de la région d'Agadez. La cohésion sociale, c'est le moment maintenant. Et puis, toujours, on peut accueillir Monsieur le Président de la République. On est prêt à accueillir Monsieur le Président de la République. Abondant dans le même sens, les autorités municipales et régionales en appellent à une forte mobilisation pour prouver au Président de la République que cette contrée du pays mérite bel et bien son nom Agadez, qui veut littéralement dire rendre visite en tamashek. Toute la population de la ville d'Agadez s'active. Déjà à 5 jours de l'événement, tous les quartiers sont en train de faire le toilettage pour accueillir notre illustre hôte. Tous les quartiers, tous les villages de la commune et de la périphérie sont en train de s'activer pour sortir massivement, réserver un accueil de grands jours à notre président, notre père de la nation, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Pour Agadez, nous allons dire que nous sommes déjà prêts. Au-delà du forum proprement parlé, le président, on va lui cibler un certain nombre d'acteurs avec lesquels il va parler, il va discuter. C'est-à-dire pas en forum, mais le président va avoir un agenda de rencontre. Il va rencontrer les personnes qu'on va lui proposer. Hajj 2022, des milliers de pèlerins nigériens attendent toujours leur acheminement en Terre Sainte. Donc, ce mercredi, les responsables des agences de voyage étaient en sit-in à la devanture du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra Koho avant de se converger en direction de la primature pour exprimer leur ras-le-bol. Mais un des conseillers du Premier ministre les a rassurés dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Problème d'acheminement des pèlerins en Terre Sainte. Sur les 11 vols prévus d'ici le 3 juillet par le Koho, seuls 3 ont pu être effectués. Une situation inquiétante qui a conduit les chefs d'agence à assiéger la devanture du Koho pour manifester leur mécontentement. Traumatisés par leurs clients, ces responsables de l'agence lancent ce cri de cœur à l'endroit du président de la République. On a un problème d'avion, on a prévu 11 vols au Niger. Maintenant, à ce jour, il n'y a que 3 vols qui sont en Arabie Saoudite. Et Bédine ferme ses frontières le 3. Et tous les pèlerins sont là et les agences, on ne sait pas quel est notre sort.
Donc on interpelle le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, qui est le père de la nation nigérienne. Parce que c'est à lui seul qu'on lance cet appel. On sait qu'il est capable vraiment d'essayer de suer nos larmes. C'est pour cela qu'on est sorti vraiment pour l'interpeller depuis là où il est en mission. On interpelle vraiment pour qu'il entende les pleurs des Nigériens. Parce qu'on est aujourd'hui le 29 et les frontières ferment le 3. Les pèlerins payent les pénalités. Moi, cette semaine, mes pèlerins payent 3 fois de pénalité. Du 22 au 26, on est aujourd'hui le 29. Ils ne quitteront pas aujourd'hui. Ils disent qu'il y a le quota additionnel, qu'ils attendent que le système soit ouvert. Paraît-il qu'il est ouvert. Et qu'ils viennent au moins pour ceux qui ont leurs billets conformes, ils ont payé avec les agences. Et parfois, c'est des biens non remboursables. Vraiment, on interpelle le président Bazoum Mohamed, le père de la nation. Vraiment, c'est à lui qu'on lance notre cri de cœur. Parce que chaque matin, on vient ici, ça fait plus de 2 semaines. On est là, on nous dit, attendez, attendez. On en a marre, vraiment, chez nous. Après la manifestation à la devanture du Coro, ces responsables d'agences ont convergé vers la primature afin d'exposer leurs problèmes au chef du gouvernement. Malheureusement, ils ont été stoppés par les forces de défense et de sécurité à quelques mètres de la primature. Néanmoins, un des conseillers du Premier ministre leur a rassuré qu'ils ont pris à bras le corps ce dossier et qu'ils ont intimé la compagnie de faire 2 vols par jour à compter d'aujourd'hui. Wagga haraka ba kuɗe ba kowa ta shahi shi duk wanda abu musulmi ta shahi shi da mai tahiya da wanda bai tahiya wagga haraka ta shahi kowa amma na farko abin za a cewa shi zuwa haji kun ji an magana sun ce kira in Allah ya nuhi ka tahi ka shirya ba ka shirya ba ta ya zaka in Allah ya nuhi ka tahi akwai jirgi babu jirgi kana taya abinda nake roƙo gare ku kun ga tsarin haji da ni da ku in waɗansu ba su gane ni ba waɗansu sun sani kullum ina can kullum ina can kuma ba bisa komi ba bisa suna aima mutane adalci muna zuwa abinda muke so gare ku zancen tahiya na pelerin wadda an ka ajiye shekaran jiya kun ga wani ne mai max air ya zo an kire shi ai mai magana an dandance abubuwa da shi alkawalin da an ka ɗauka da bakin yau il faut 2 avions jirgi biyu par jour daga yau ne an yi anonsan gudanar marece muna jiran gudanar da dare gudanar da dare in bai zo ba zance ba naku bane. Les dés sont donc jetés. Les candidats au Hajj de cette année vont-ils être tous acheminés en Terre Sainte? En tout cas, le gouvernement, à travers le conseil du Premier ministre, demeure ferme. Si la compagnie n'honore pas ses engagements, elle aura affaire à eux. Pendant ce temps, Ismaël Moumouni, les pèlerins qui sont partis là-bas au Hajj, poursuivent leur rite. Beaucoup d'entre eux ont même fini certaines de ces activités. C'est l'exemple des pèlerins convoyés par l'agence Saoudi Voyage qui se trouve en ce moment même à la Mecque. Précision dans cet élément. Après les visites des sites touristiques de Médine, notamment les mosquées et les cimetières, les pèlerins convoyés par l'agence de voyage Saoudi Voyage séjournent en ce moment à la Mecque. Ici, ces pèlerins ont accompli les rites de la Oumara sains et saufs. Des pèlerins qui ne cachent pas leur sentiment de joie et de satisfaction à la fin des rites. Comme à son habitude, l'agence de voyage Saoudi a mobilisé plusieurs encadreurs pour encadrer les pèlerins en Terre Sainte tout au long du séjour jusqu'à la fin du Hajj 2022. Après la fin des rites de la Oumara hier mardi 28 juin 2022, les pèlerins mettent à profit leur séjour à la Mecque pour multiplier les prières. En attendant le 8e jour du mois de Zulhijj pour l'étape de Mina et Arafat pour boucler les rites du Hajj 2022. Depuis leur arrivée en Arabie Saoudite, les pèlerins convoyés par l'agence de voyage Saoudi ont mené les différentes activités sans problème à la grande satisfaction des responsables de la dite agence dont son directeur général El Hadj Cheikh Abbas Ibrahim qui est au Niger
aux côtés des autres candidats qui attendent toujours leur acheminement en Terre Sainte. Leur situation est au cœur des préoccupations quotidiennes du directeur général de la dite agence qui se bat avec les autres chefs d'agence pour faire acheminer tous les pèlerins en Arabie Saoudite. Car pour le rite du Hajj 2022, c'est désormais une course contre la montre qui est engagée. Cette année, le Niger a un quota de plus de 7000 pèlerins qui devraient être acheminés à la Mecque en 13 vols, conformément au premier chronogramme du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Cependant, force est de constater environ 1500 ont eu la chance d'être transportés dans 3 vols qui ont eu lieu jusque-là. Les quelques 5000 pèlerins qui attendent impatiemment leur acheminement sont toujours dans le découragement et le désespoir. Et puis cette sortie cet après-midi, il y a quelques instants, donc du ministre porte-parole du gouvernement Tijani Abdoul Kadri pour annoncer certaines décisions prises par le gouvernement. Selon le ministre, toutes les dispositions ont été prises pour transporter tous les pèlerins nigériens en Terre Sainte d'ici le délai requis. En tout cas, c'est le principal message annoncé par le ministre Tijani Abdoul Kadri que je vous propose de suivre. Sur ces 7194, à l'heure où je vous parle, 6870 pèlerins ont eu leur visa. Il reste encore 324 qui sont en cours d'obtention de visa et la procédure suit son cours normalement. Et nous pensons que très rapidement, en tout cas dans les heures qui suivent, ces autres pèlerins, ces 300 autres pèlerins, auront également leur visa. Je voudrais dire aussi que l'inquiétude essentielle est relative au transport. Le COHO avait fait un premier planning qui malheureusement a accusé un retard. Mais il faut retenir que le premier vol a été organisé le vendredi 24 juin. Et plusieurs autres vols ont suivi. À l'heure où je vous parle, en tout cas cet après-midi, puisque nous attendons cet après-midi l'arrivée d'un vol et d'un avion, nous aurons enregistré le départ de 1973 pèlerins sur les 7194. Il va nous rester 4068 pèlerins exactement. L'avion qui arrivera, s'il n'est pas déjà arrivé, puisqu'il est initialement prévu pour être là à 16h, va transporter à partir donc de ce soir 319 pèlerins. Cet appareil fera 7 rotations. Ensuite, à partir de demain, nous attendons l'arrivée d'un second appareil qui aura une capacité de 560 places. Cet appareil aussi va rester et faire la rotation précisément 5, ce qui, lorsque vous faites le cumul, nous permettra d'acheminer la totalité de nos pèlerins au lieu saint. Je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer les pèlerins, rassurer les familles des pèlerins et rassurer l'ensemble des Nigériens que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le Hajj 2022 soit une réussite totale. C'était là donc le ministre porte-parole du gouvernement Tijani Abdoul Kadri qui annonçait la bonne nouvelle donc aux pèlerins qui attendent leur acheminement à la Mecque. Selon le ministre, donc, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour acheminer ces pèlerins avant le délai requis.
Autre aspect de cette édition, le corps de la garde nationale du Niger a un nouveau haut commandant. Il a officiellement pris fonction ce mercredi. La cérémonie officielle de passation du commandement s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'Intérieur. Colonel-major Midou Guiré remplace ainsi le colonel Mahamadou Sidi. S'il vous plaît. Les éléments de la garde nationale du Niger ont désormais un nouveau patron. Le colonel-major Midou Guiré, nommé le 22 juin 2022 à la tête du haut commandement de la garde nationale. Une semaine juste après sa nomination, le nouveau haut commandant a pris officiellement son bâton de commandement ce mercredi 29 juin 2022 au cours de cette cérémonie de passation sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a procédé au passage du témoin entre le haut commandant sortant, colonel Mohamed Sidi, et le nouveau colonel-major Midou Guiré. Officiers, sous-officiers, gradés, gardes nationaux, de par le président de la République, chef de l'État, vous reconnaîtrez désormais pour votre haut commandant, le colonel-major Guiré Midou ici présent, pour tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements et l'observation des lois. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des généraux, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, du gouverneur de la région de Niamey, des partenaires des forces de défense et de sécurité et de bien d'autres invités. Le nouveau haut commandant de la garde nationale prend ainsi le commandement dans un contexte sécuritaire très dégradé dans certaines régions du Niger et dans un moment où les éléments de la garde nationale sont aussi sur les différents fronts pour défendre la patrie. Donc le nouveau patron de la garde nationale a d'énormes défis sécuritaires à relever. Le colonel-major Midou Guiré était conseiller du ministre de l'Intérieur pendant 8 ans, de 2014 à 2022. Il succède ainsi le colonel Mohamed Sidi qui a assuré le commandement de la garde nationale de 2017 à 2022, soit 5 ans de gestion. Qui est le nouveau haut commandant de la garde nationale du Niger qui prend ainsi le bâton de commandement depuis ce matin? Suivez son portrait. Le colonel-major Midou Guiré a fait ses cycles primaires et secondaires dans la région de Dosso. C'est ainsi, de 1973 à 1978, il fréquenta l'école primaire de Gaïa et de Loga jusqu'à son admission au certificat de fin d'études du premier degré CFEPD. Après son brevet d'études du premier cycle BEPC à Gaïa en 1983, Guiré fréquenta le lycée Saronia Mongou de Dosso en 1986. Et c'est au lycée Idriss Aloma de Difa qu'il a décroché son bac A en 1989. En 1992, il s'est inscrit à l'université Abdou Moumoun de Niamey. Âgé de 56 ans cette année, le colonel-major Midou Guiré a incorporé la garde nationale en 1988. Le désormais soldat Midou Guiré a fréquenté plusieurs écoles et centres de formation, notamment au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Il a également subi plusieurs formations des unités spéciales et protection rapprochée, la formation spécifique du maintien de l'ordre et d'officiers de police judiciaire et de renseignement, formation antiterroriste, analyse et planification et participation à plusieurs opérations nationales et multinationales, entre autres. Ainsi, sur le plan professionnel, du sous-lieutenant en 1996, Midou Guiré a gravi tous les échelons de la garde nationale jusqu'au colonel-major depuis le 1er janvier 2022. Au sein du corps de la garde nationale, colonel-major Midou Guiré a occupé plusieurs postes de responsabilité qu'il a su gérer avec rigueur et loyauté. En 2010, il était haut commandant en second des Forces nationales d'intervention et de sécurité FINIS. Toujours en 2010, il a assuré l'intérim du haut commandant pendant 9 mois. Et de 2011 à 2014, il était de nouveau le deuxième homme fort du corps de la garde nationale en occupant le poste du haut commandant en second de ce corps avant d'être nommé par la suite conseiller du ministre de l'Intérieur de 2014 à 2022. Marié et père de 9 enfants,
colonel-major Midou Guiré a reçu des distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. Grand Croix de l'Ordre national du Niger et Grand Croix de l'Ordre du mérite du Niger. Ainsi, après 34 ans d'expérience et de services rendus à la nation, colonel-major Guiré prend le commandement de la garde nationale dans un contexte caractérisé par une détérioration de la situation sécuritaire dans plusieurs régions du Niger, notamment Difa, Tawa, Maradi, Agadez et Tillabéri, des régions qui font face aux attaques de groupes terroristes et des bandits armés. Les 34 années d'expérience du nouveau haut commandant de la garde nationale seraient donc un atout pour le colonel-major Guiré, mais aussi pour les éléments de la garde nationale pour mieux défendre l'intégrité du territoire national en élaborant certainement de nouvelles stratégies pour bien combattre le groupe armé non étatique et les bandits criminels opérant sur le territoire national. Autre aspect de cette édition, déclaration hier mardi des commerçants du grand marché de Niamey. Dans celle-ci, les signataires dénoncent la situation qui prévaut actuellement au niveau de ce centre commercial de la capitale qui a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs vols ces derniers jours. Les commerçants du grand marché de Niamey, dans cette déclaration, se plaignent du comportement de leurs délégués. Ils ont d'ailleurs demandé de nouvelles élections pour les remplacer. La déclaration est lue par un des signataires. Il s'agit de Abdelmoumouni Maïga, il est commerçant au grand marché de Niamey. On l'écoute. Nous sommes ici pour vous faire part d'une déclaration concernant la situation du grand marché de Niamey, dont nous, commerçants, on subit. Nous voulons faire connaître à l'opinion publique que depuis un certain moment, le grand marché de Niamey est confronté à des différents problèmes d'insécurité totale et aussi des vols répétitifs. Il vous souviendra que dans la nuit du 15 au 16 juin 2022, 14 boutiques ont été vandalisées, sans pour autant trouver les coupables de cet acte barbare. Les délégués qui sont là pour assurer l'intérêt matériel des commerçants n'ont toujours pas trouvé de solution pour empêcher ce vol. C'est dans ce sens que le président du syndicat régional et national des commerçants, El Hadji Ila Hakimi Di Meaya, nous a informé que le mandat accordé aux anciens délégués du grand marché de Niamey est arrivé à terme depuis plusieurs années. Dans ce cas, nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces représentants mal intentionnés. C'est dans ce contexte que nous allons faire savoir à l'opinion nationale qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons organiser des élections libres et transparentes dans les différents quartiers du grand marché de Niamey, pour élire nos propres délégués qui pourront défendre les intérêts des commerçants et de leurs biens. Signé le commerçant du grand marché de Niamey. C'était là donc la substance de la déclaration rendue hier par les locataires du centre commercial de la capitale, le grand marché de Niamey. Projection d'un film documentaire ce matin au centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Ruche de Niamey. Un film réalisé par l'association Timidria donc, pour combattre l'esclavage par ascendance et soutenir l'émancipation des communautés d'ascendance esclaves au Niger. C'était donc ce matin en présence de nos reporters Asama Oseidou et Halidou Bourema. Présenter l'impact du projet Combattre l'esclavage par ascendance et soutenir l'émancipation des communautés d'ascendance esclaves au Niger, c'est l'objectif que vise l'association Timidria à travers la projection de ce film documentaire qui montre les multiples problèmes auxquels sont confrontées ces communautés. Après l'évaluation de ce projet, l'association Timidria a énuméré un certain nombre d'acquis. Le projet a répondu aux besoins essentiels des communautés d'ascendance esclave en leur donnant les moyens de s'émanciper et de s'autonomiser,
Du reste, elle évalue de façon positive l'accès et l'utilisation des services dont elle dispose, particulièrement le recours aux services des parajuristes et des animateurs terrain. Aussi, il faut souligner que la mobilisation effective des autorités administratives et judiciaires à chaque fois qu'elles sont sollicitées. Le groupe assurant les plaidoyers au sein des communautés tient compte du sexe et de la jeunesse des membres. Sur le plan du plaidoyer, au plan national, des interactions avec le ministère de l'Éducation primaire, de l'enseignement secondaire, de la justice et avec le Parlement ont été relevés. Les résultats obtenus de ces interactions peuvent laisser suggérer que des tentatives de plaidoyer vers les autres acteurs pourraient aboutir à des succès. Au plan local, les acquis du plaidoyer se traduisent par l'adoption de nouvelles normes sociales et l'acquisition de connaissances en termes de droits et devoirs des citoyens qui participent grandement à l'émancipation des communautés d'ascendance esclave, ainsi que par la mobilisation et l'émancipabilité aux côtés des communautés d'ascendance servile. Ensuite, l'érection des communautés d'ascendance esclave en tribus et villages leur ont été conférés un statut qui participe à leur émancipation. Au sortir de la salle, les participants livrent leurs sentiments. Le film nous a beaucoup appris, puisque vraiment, tout d'abord, j'ai remercié Timidiria d'avoir réalisé ce film. Ça a été vraiment intéressant du moment où ça reflète la réalité. Surtout pour celui qui a l'habitude d'aller sur le terrain, faire des missions d'investigation sur l'esclavage et les pratiques assimilées. Je pense pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller sur le terrain, mener une étude dans ces domaines, ça va beaucoup le surprendre. Mais moi, ça ne me surprend pas. Seulement, il y a beaucoup de choses qui m'étonnent quand j'ai suivi ces films. Surtout le fait de voir à la date d'aujourd'hui des villages où dans une classe, on voit des élèves de 5 niveaux, des élèves de CI, CP, CE1, CE2, CM1 dans une classe. Vous voyez, c'est comme si, je m'excuse, on pense que l'État est carrément absent dans ces villages-là. Et moi, je pense que ce n'est pas normal. La réalisation de ce film documentaire d'une durée de 30 minutes a été possible avec l'appui d'Anti-Slavery International, partenaire de l'association Timidria. Les étudiants de l'École nationale d'administration ENA célèbrent ce jour la 14e édition de la journée des étudiants de cette école, une école qui a formé des cadres de l'administration publique nigérienne. Au menu de cette journée, plusieurs activités récréatives et sportives, nous rapportent Hamza Sakou et Nasser Seydou. Mise en œuvre du budget programme et la thématique développée au cours de cette journée de l'ENARC de l'École nationale d'administration. Cette édition est la 14e célébrée par le comité exécutif de l'Union des élèves de cette école. Le choix de cette thématique trouve son fondement dans l'actualité en cours dans notre pays, qui est de toute évidence suscite diverses interprétations chez de nombreux acteurs, chacun défend son intérêt. La réforme de la mise en œuvre du budget programme est une innovation introduite par les réformes dans la sous-région et dans la gestion des finances publiques par les pays membres de l'UEMOA. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette prestigieuse école de la République pour célébrer la journée de l'ENARC. Chers invités, dans cette école, sont formés de nombreux premiers ministres, des ministres, de nombreux cadres supérieurs de l'administration publique, pour ne citer que cela. Malgré l'indispensable rôle que joue l'ENA dans l'initiation au métier noble de la fonction publique, force est de constater que cette dernière semble aujourd'hui former des diplômés voués majoritairement au chômage, quand bien même l'administration publique en a suffisamment besoin. Une édition qui est mise à profit par le secrétaire général des élèves de faire des plaidoyers à l'endroit des décideurs. Nous saisissons cette occasion pour faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités de ce pays en faveur d'un recrutement sans concours des diplômés de l'ENARC
et le retour au système des stagiaires qui consiste à gager un concours d'entrée à l'ENA sur la base de l'excellence et des besoins exprimés par l'administration publique. Au programme de cette journée, plusieurs activités en animation culturelle et scientifique sont prévues. Nous venons à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique. Elle porte sur les juridictions des mineurs. Ce thème est développé par Nanisoli Aboubakar Sidikou, il est juge des mineurs. Très bonne réception. Les juridictions des mineurs ont été créées au Niger pendant la transition militaire de 1999 par l'ordonnance numéro 99-11 du 14 mai 1999. Donc cette ordonnance-là de 1999, c'est elle qui a créé pour la première fois les juridictions pour mineurs au Niger. Donc après un certain nombre d'années de mise en œuvre, donc un certain nombre de lacunes et de difficultés ont été relevées dans son application. Et c'est ainsi qu'en 2014, donc plus précisément le 20 novembre 2014, une nouvelle loi a été adoptée, donc la loi 2014-112, et qui a abrogé l'ordonnance de 1999. Donc aujourd'hui, le texte de référence qui régit donc les juridictions pour mineurs au Niger, c'est la loi 2014-72 du 20 novembre 2014. Voilà donc pour ce qui est de la présentation. La juridiction des mineurs. Le juge des mineurs, il a une double casquette. Il a des attributions en matière pénale et des attributions en matière de protection. En matière pénale, le juge des mineurs, s'agissant des faits qualifiés de délits, donc lorsqu'un mineur est en conflit avec la loi qui est poursuivi pour des faits qualifiés de délits, c'est le juge des mineurs qui est saisi et c'est lui qui instruit, qui fait les actes d'instruction. Il fait office de juge d'instruction, il instruit le dossier. Et c'est le même juge, donc après l'instruction, s'il estime que le fait reproché au mineur, il y a des charges contre lui, donc il prend une ordonnance, il les renvoie devant le tribunal des mineurs qu'il va présider pour les juger. Maintenant, en matière criminelle, donc lorsque les faits reprochés aux mineurs sont qualifiés de crimes, donc là, c'est le tribunal des mineurs collégialement composé qui est présidé par le président du tribunal et d'un juge du mineur et d'un autre juge. Donc c'est un collège de 3 magistrats, y compris le juge du mineur qui a instruit le dossier, donc qui juge le dossier. Donc voilà, en matière pénale, les attributions du juge des mineurs. Il est juge d'instruction en ce qui concerne les dossiers impliquant des mineurs et il est aussi juge de jugement pour les affaires correctionnelles. C'est lui-même qui représente la juridiction des mineurs. On a pour les affaires criminelles, il complète le tribunal des mineurs qui est présidé par le président du tribunal. Maintenant, l'autre volet de ces attributions, c'est en matière de protection. Donc là, c'est une innovation. Donc lorsque vous prenez la loi de 2014, notamment à son article 37, dispose que le juge des mineurs, il est compétent pour prendre des mesures de protection lorsqu'on est en présence du cas d'un mineur en danger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger? La loi a défini, donc 2014-112, a défini ce qu'il faut entendre par mineur en danger. Un mineur en danger, au sens de la loi, c'est un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Donc, lorsqu'on est en présence d'un enfant qui se trouve dans cette situation, eh bien, le juge des mineurs, il est compétent pour prendre une mesure de protection. Donc, il peut prendre, par exemple, un enfant c'est pas qui s'adonne dès le bas âge à la consommation des stupéfiants ou bien qui passe la nuit dans la rue, il est en danger parce qu'il peut être exposé à toutes sortes d'accidents de circulation et consorts ou de problèmes de santé. Donc là, le juge des mineurs peut prendre une décision. Si par exemple les parents sont divorcés, il peut décider, après enquête sociale, décider par exemple si l'enfant est avec la mère, les retirer donc de la mère pour le confier au père ou bien le placer carrément dans un centre d'accueil ou bien le confier à une personne digne de confiance. Donc ça fait partie des mesures de protection que le juge des mineurs peut être amené à prendre.
Maintenant, et qui sont les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs en matière de protection? Donc la réponse se trouve dans l'article 36 donc, de la loi EDEM 72 qui dispose, je cite, donc il y a parmi les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs et pour un dossier de protection, pour une mesure de protection, il y a le procureur de la République, et les parents, donc le père ou la mère, les tuteurs, et le subrogé tuteur, l'enfant lui-même peut venir devant les juges des mineurs pour demander à ce qu'on prenne une mesure de protection à sa part. Moi, j'étais à Berny il y a quelques années de cela, c'était une fille qui était au collège, donc que les parents voulaient donner à Marais, c'est elle-même qui était venue me trouver dans mon bureau pour me demander à ce qu'une mesure soit prise parce qu'il ne voulait pas de ces mariages-là. Donc l'enfant lui-même peut venir saisir les juges des mineurs. Donc il y a la juridiction qui est chargée des affaires coutumières, donc la juridiction qui statue en matière matrimoniale, et il y a la brigade des mineurs aussi. Donc toutes ces personnes-là sont habilitées à saisir les juges des mineurs par rapport à une mesure de protection. Et c'est vrai, il y a une confusion dans la pratique que les justiciables font. Pour le commun des mortels, lorsque par exemple, dès qu'on dit que c'est une question de garde d'enfants, et pour le commun des mortels, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent pour statuer sur la garde des enfants lorsqu'il y a une rupture des liens conjugaux qui intervient au sein d'un couple. C'est vraiment une erreur d'appréciation et une méconnaissance de la procédure qui amène les gens à se comporter de la sorte. La question de la garde d'enfants, elle relève de la compétence d'une autre juridiction. Et pour le cas de Niamey, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les tribunaux d'arrondissement communaux. Donc, en dehors de Niamey, par exemple, au niveau des autres tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, il y a les présidents des tribunaux d'instance. Et au niveau des TGI, donc dans les régions, il y a les vice-présidents, c'est-à-dire le juge chargé des affaires coutumières et civiles. Donc ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur la question de la garde d'enfants. Donc normalement, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, même si c'est à la suite d'une répudiation, parce que quand c'est à la suite d'un divorce, puisque le divorce en principe, il intervient toujours devant les juridictions. Donc là, le problème ne se pose pas. Là où le problème se pose, c'est à la suite de la répudiation. Un couple, par exemple, une dame qui est répudiée par son mari, donc avec lequel elle a eu des enfants, donc après la répudiation, généralement, quand il n'y a pas de problème de garde d'enfants, chacun reste dans son coin. Maintenant, c'est quand le problème va se poser et qu'ils viennent au niveau de notre juridiction pour solliciter notre service. Alors, lorsque vous regardez la loi sur l'organisation judiciaire, la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, notamment à son article 37, elle a bien défini la procédure à suivre en matière de garde d'enfants. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, que ce soit le divorce, bon, on prend le cas de la répudiation parce que c'est ça qui pose problème. S'il y a une répudiation, une femme qui est répudiée par son mari, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, normalement, c'est à l'époux le plus diligent. Ça peut être la mère ou le père de saisir le juge compétent, c'est-à-dire le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Pour les cas de Niamey, par exemple, le président du tribunal d'arrondissement communal. Donc, l'époux le plus diligent, il saisit le juge compétent pour qu'il constate, si c'est une répudiation, pour qu'il constate qu'effectivement il a été répudié sur la présentation du papier de répudiation qu'elle constate. Maintenant, le même juge, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, donc normalement, quand il y a un consensus entre le père et la mère par rapport à la garde des enfants, il peut arriver que le couple, que les deux ex-époux s'entendent pour avoir une garde partagée. Par exemple, si c'est deux enfants, le peut prendre un enfant, la mère peut prendre l'autre. Donc là, s'il y a un consensus par rapport à ça, donc le juge, il homologue donc l'accord qui est intervenu entre les parties. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, en ce temps-là, il va ouvrir un dossier pour statuer sur la garde des enfants. Si par exemple, il décide d'accorder la garde des enfants à la femme, là, il met à la charge de l'époux ce qu'on appelle la pension, le paiement de la pension alimentaire qu'il va fixer selon une certaine périodicité. Ça peut être, le versement peut être mensuel, hebdomadaire ou trimestriel selon les cas.
Donc le mari aussi qui n'a pas la garde des enfants, il conserve ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, il a les droits, bien que les enfants ne sont pas sous sa garde, le juge va fixer en tout cas une certaine priorité pendant laquelle il va recevoir la visite de ces enfants-là et de les héberger, selon une certaine périodicité. Maintenant, si c'est le mari aussi qui a la garde des enfants, donc là, il n'y a pas de paiement de pension alimentaire, puisque là, ils sont sous la garde du mari, donc c'est lui qui les prend en charge. Mais la mère aussi, elle conserve un droit de visite et d'hébergement par rapport à ses enfants. Donc voilà un peu la procédure. Donc pour récapituler, vraiment la question de la garde des enfants, le juge des mineurs, son domaine il intervient lorsque seulement l'enfant est en danger. Parce qu'il peut y avoir la précision qu'il faut apporter. Même lorsque, et même après, à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut être compétent à prendre une mesure de protection. Et lorsque les mineurs qui sont concernés, lorsqu'ils sont en danger, c'est-à-dire les critères déterminants, les critères de compétence du juge des mineurs en matière de protection, c'est la notion de danger. Il faut que l'enfant soit en danger, il faut que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation soient gravement compromises. Là, en ce temps-là, même si c'est à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut intervenir pour prendre une mesure de protection s'il est établi que l'enfant est en danger. Mais s'il n'y a pas de danger, c'est juste à la suite d'une rupture du lien conjugal par répudiation ou par divorce, là, ce sont les juges chargés des affaires civiles et coutumières et pour le cas des Niamey, donc le président des tribunaux d'arrondissement communaux qui sont compétents pour statuer sur la garde des enfants. Donc moi, j'invite en tout cas les justiciables à avoir le réflexe, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, donc au sein d'un couple, s'il y a des enfants, moi j'invite en tout cas les justiciables à avoir le réflexe d'aller systématiquement vers le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour le cas des Niamey, le président des TAC, et pour d'abord qu'il constate la répudiation, si c'est une répudiation. Ensuite, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, qu'il prend une ordonnance pour statuer sur la garde des enfants. Mais dans la pratique, les gens viennent ici chez nous, c'est quand le problème se pose. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est 1 an, 2 ans après la rupture du lien conjugal, et la dame va venir se présenter à ton cabinet pour te dire que bon, son mari l'a répudié à 2 ans de cela, mais il refuse de lui permettre de voir ses enfants. Alors que si elle l'avait fait en amont, le problème n'allait pas se poser, il y aurait une décision de justice. Parce que s'il y a une ordonnance qui s'agit sur la garde et que l'un des époux fait obstruction à cette décision-là, il peut, comment on appelle ça, faire l'objet de poursuites pénales. Parce qu'il y a c'est une infraction qui est prévue par le code pénal. Bon, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. En fait, c'est vrai comment on appelle ça, en matière coutumière, de notre coutume, puisque la coutume germain islamisée ou rossa islamisée, les gens disent que, par exemple, lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge de 7 ans, il reste avec sa mère. Au-delà de 7 ans, et donc le père peut demander à chercher à avoir la garde d'enfant. En fait, ça, ce sont nos coutumes. Mais vous savez, le Niger aussi a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette convention, elle a posé dans un de ses articles une disposition, un principe extrêmement important, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, même si, qu'est-ce que ce principe-là veut dire? Ce principe-là voudrait tout simplement dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, que ce soit devant les autorités judiciaires ou administratives, la considération primordiale qu'il faut prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. Dans toute décision, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque, par exemple, même un enfant qui a âgé, par exemple, de 10 ans, on suppose que normalement, il doit être, par exemple, si c'est un enfant de sexe féminin, qu'il doit être avec sa mère. Mais si, par exemple, il se trouve que la mère, c'est une femme qui est de mœurs légères ou c'est une prostituée, par exemple, là, l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander, à la suite d'une enquête sociale, bien évidemment, peut amener les juges à prendre une décision et confier, comment on appelle ça, l'enfant au père et non à la mère. Donc, il n'y a pas
et comment on appelle ça, un âge où on dit qu'avant lequel l'enfant doit être avec sa mère et après tel âge doit être avec le père. Non, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant tel que la Convention internationale des droits de l'enfant l'a prévu. Et le même principe a été reconduit par la loi 2014 et 72 du 20 novembre 2014 sur les juridictions des mineurs. Donc vraiment, en la matière, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. Il y a une infraction qui est prévue dans le code pénal qu'on appelle la non-représentation d'un enfant et qui est prévue par le code pénal. Par exemple, lorsque le juge, à travers son ordonnance, décide par exemple de confier la garde de l'enfant à un des parents et que l'autre refuse de le représenter, c'est une infraction qui est prévue par la loi. Ça, c'est un premier aspect par rapport à ça. Maintenant, il y a une autre infraction aussi, surtout qu'on peut, comment on appelle ça, coller à la personne, c'est la résistance à l'exécution d'une décision de justice. Donc il y a vraiment des infractions qui sont prévues par le code pénal et par rapport à ça. De plus en plus, et on est en tout cas un peu envahi par des femmes qui viennent, donc les femmes répudiées, et qui viennent pour des questions de garde d'enfants. Donc à chaque fois, moi je les oriente donc, en fonction donc, du lieu du domicile du conjoint, donc de l'ex-conjoint, j'essaie de les orienter au niveau des juridictions compétentes, au niveau des TAC, du tribunal d'arrondissement communal compétent, pour qu'ils puissent gérer ça. Parce que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent, peut-être c'est un problème de manque de vulgarisation de la juridiction des mineurs, qui fait que bon, dès qu'il y a une question qui concerne la garde d'enfants, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent. S'il n'y a pas de danger, si c'est juste une question de garde d'enfants et que les deux parents se disputent, donc là, c'est le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Donc pour les cas d'Inamé, le président des tribunaux d'arrondissement communaux, et ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur cette question de garde d'enfants. C'est une décision qui est susceptible de voir des recours. Mais la particularité de la décision sur la question, et comment on appelle ça, des pensions alimentaires et des gardes d'enfants, c'est une décision qui est exécutoire par provision, c'est-à-dire, nonobstant une voie de recours, nonobstant l'appel, c'est une décision qui est exécutoire par provision. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Même si l'une des parties fait appel, donc et c'est une décision qui est exécutoire pour provision, c'est-à-dire qui bénéficie de l'exécution provisoire. Parce que les questions alimentaires, les pensions alimentaires, quand même, c'est des questions, en tout cas, qui sont très vitales. Ça ne doit pas souffrir quand même comment on appelle ça, des voies de recours, quoi. Ça ne doit pas être bloqué. Donc leur exécution du fait que, par exemple, le mari a interjeté appel parce qu'il estime que la pension alimentaire est exorbitante, par exemple.